Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Dans les locaux de Radio Afrique Santé, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici l'ossature. La transpiration, un phénomène naturel et indispensable à l'organisme. Vous suivrez dans ce journal les explications de médecins généralistes sur le phénomène. Les constituants de la dot sont propres à chaque tribu, famille ou origine. Dans un instant, un élément sonore sur les constituants de la dot dans une région du Nord Bénin. Le sport viendra en fin d'édition avec les pays qualifiés pour la 35e édition de la CAN 2025. Les grandes articulations ainsi présentées, le développement c'est dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Le Bénin s'emploie activement à mettre en œuvre les mesures visant à garantir l'octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants, conformément à la loi numéro 2024-31, adoptée à cet effet promulguée le 30 juillet 2024. Un décret a été pris lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 20 novembre. Wilfried Léandre Roumbedi apporte ici quelques clarifications. Le présent décret est adopté en application de la loi numéro 2020-31 du 30 juillet 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afrodescendants en République du Bénin. Il prescrit que lorsque la demande est formulée depuis l'étranger, le demandeur reçoit au terme de l'examen favorable de celle-ci une attestation provisoire de nationalité d'une durée de validité de 3 ans. Le bénéficiaire jouit dès lors du droit d'entrée, de séjour et de sortie du territoire. La nationalité béninoise par reconnaissance ne lui est acquise complètement que sur justification d'un séjour au Bénin dans ce délai de 3 ans. L'attestation provisoire de nationalité devient caduque si au terme de sa validité, le demandeur n'y a pas séjourné. Lorsque la demande est formulée à partir du Bénin et que le requérant a poursuivi certaines formalités consécutives à l'occasion de son séjour, il reçoit, après examen favorable de sa demande, notification du décret d'octroi à titre définitif de la nationalité béninoise par reconnaissance. S'il n'a pas poursuivi les dites formalités, il lui est notifié une attestation provisoire. Enfin, le bénéficiaire de la nationalité béninoise par reconnaissance a droit à l'établissement d'un passeport béninois. Il peut obtenir à tout moment la pleine nationalité béninoise. Celle-ci est transmissible à ses descendants, ouvre la voie à la jouissance de tous les droits qui y sont attachés, mais peut être retirée dans les conditions prévues par la loi. Au cours de la même séance hebdomadaire, le gouvernement s'est penché sur le cas de l'hôpital de Menontin. Il a été noté de nombreuses irrégularités ayant conduit l'exécutif à prendre ses responsabilités. À la suite de la construction de cet hôpital au profit de l'État béninois, sur financement de l'Association internationale de développement en 1992, le ministère de la Santé avait conclu avec l'Association médico-sociale de Menontin un mandat pour sa gestion en concession. L'objectif visé était d'y favoriser une offre de soins de qualité et d'assurer sa bonne administration pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction. Mais, depuis lors, soit plus de 30 années après, le mandat de gestion n'a jamais été formellement renouvelé, le concessionnaire ayant toujours bénéficié de la reconduction tacite. Or, au terme du mandat de gestion, le concessionnaire a l'obligation de fournir, chaque année, au concédant qu'est l'État béninois, les statistiques sanitaires et de produire les comptes d'exploitation annuels conformément aux normes comptables en vigueur dans notre pays. Des constats faits. Aucune de ces obligations n'a jamais été remplie par cette association médico-sociale depuis la prise d'effet du mandat de gestion et l'hôpital fait l'objet d'une gérance peu orthodoxe. Dans ces conditions, les clauses du partenariat ne sont pas respectées et le ministère de la Santé ne dispose d'aucune information pouvant lui permettre de s'assurer de la qualification du personnel médical employé, de son régime
d'emploi, de la qualité des soins administrés, de même que du respect des normes appliquées pour la fixation des tarifs des soins. Par ailleurs, à la suite de dénonciations faites par le syndicat de l'hôpital, le ministère a diligenté une mission d'investigation à laquelle s'est opposé le concessionnaire. Cependant, les quelques informations recueillies révèlent de nombreuses irrégularités qui mettent à mal le bon fonctionnement de cet établissement hospitalier et impactent négativement la qualité des soins administrés aux patients. Face à des manquements aussi graves, l'État décide de dénoncer le mandat de gestion et de procéder à une réorganisation du fonctionnement de l'hôpital afin d'assurer la continuité des soins, de veiller à la santé des patients et de préserver l'intérêt général. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures appropriées pour déterminer l'ampleur du préjudice et engager les poursuites judiciaires éventuelles contre les personnes mises en cause. L'autre point soulevé au cours du Conseil des ministres est relatif à la sécurité des personnes et des biens durant ces périodes de fêtes de fin d'année. Les périodes de fête sont souvent propices à la commission d'actes de banditisme par des personnes mal intentionnées à la recherche de gains faciles. Afin d'éviter que la quiétude des populations soit perturbée par de tels individus en ces moments festifs, le gouvernement organise chaque année des opérations de sécurisation sur toute l'étendue du territoire national aux fins d'entretenir un climat général de paix et de sécurité des personnes et des biens. Elle consiste en un meilleur quadrillage sécuritaire du pays et un renforcement de la surveillance des frontières et des corridors. Le même dispositif intègre la sécurisation des arrondissements, villages et quartiers de ville, ainsi que des points sensibles. Pour favoriser un tel déploiement sécuritaire, des moyens roulants conséquents seront mis à la disposition des unités territoriales de la police républicaine, soutenues par des éléments des forces armées. Les ministres chargés de la sécurité publique et de la défense nationale sont instruits d'assurer la mise en œuvre diligente et efficace de ces mesures. Quelques autres nouvelles toujours au plan national et c'est avec Romaric Tokwe. Le mardi 19 novembre 2024, dans le premier arrondissement de la ville de Parakou, 7 individus présumés coupables de cybercriminalité dont une femme ont été appréhendés par les éléments de la police républicaine. L'interpellation de ces présumés cybercriminels a été réalisée lors de 2 opérations menées le mardi 19 novembre 2024 dans les quartiers de Camp Adagbe et Al-Barika. Un couple ainsi qu'un jeune homme ont été appréhendés dans le quartier de Camp Adagbe. Par ailleurs, dans le quartier d'Al-Barika, 4 jeunes ont été interpellés et une moto Dayang a été saisie. Ces arrestations interviennent en raison de suspicions de leur implication dans des activités illicites en ligne. Ces présumés cybercriminels ont été présentés à l'OCRC le mercredi 20 novembre 2024. Suite aux premières auditions, un suspect exerçant en tant que vulgarisateur a été libéré. En revanche, les 6 autres ont été placés en garde à vue en attendant les résultats des enquêtes en cours afin de clarifier leur situation. Et pour finir, le mercredi 20 novembre 2024, une vive tension aurait secoué Madekali, un arrondissement de la commune de Malanville. Cette situation résulterait de l'interception par les forces de la police d'une quantité considérable de riz, paddy, destiné au Nigeria. Selon les informations de Fraternité, les populations en désaccord avec les forces de l'ordre sur l'opération ont opposé une résistance. La riposte de la police a été faible. Selon Fraternité, un média local, il y a eu, selon un bilan provisoire, un décès et 3 blessés graves lors de l'altercation entre forces de l'ordre et population. Précisons que la police fonde ses interventions sur la base d'une interdiction gouvernementale. En effet, pour atteindre la suffisance alimentaire de ces populations, le gouvernement a fait l'option de protectionnisme. À travers une décision, le gouvernement a interdit l'exportation des produits céréaliers vers les pays environnants. C'est pour faire respecter la mesure que la police républicaine a mené l'opération qui a dégénéré. En santé, la rééducation périnéale prénatale pratiquée durant la grossesse joue un rôle primordial dans la préparation du corps à l'accouchement et dans la prévention des désagréments post-partum comme l'incontinence. Mais la rééducation périnéale est-elle réservée uniquement aux femmes? Le chirurgien urologue François Rab nous éclaire. Eh bien non, les hommes aussi ont un périnée. Il est donc parfois utile et indiqué de prescrire des séances de rééducation périnéale. L'indication la plus habituelle de la rééducation périnéale chez l'homme, c'est la survenue d'une incontinence urinaire après chirurgie, notamment du cancer de la prostate, lorsque le patient
présentent une incontinence urinaire aux efforts. Cette rééducation du périnée va permettre d'améliorer la tonicité du sphincter urinaire et donc d'accélérer la récupération et la disparition des fuites d'urine après la chirurgie. Il existe une deuxième indication de la rééducation périnéale chez l'homme qui est moins connue. Il s'agit d'un travail en relaxation périnéale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Certains patients, souvent très jeunes, viennent consulter pour un phénomène que l'on appelle goutte retardataire, où après la miction, quelques gouttes continuent à s'échapper. Ce phénomène de goutte retardataire est le plus souvent dû à une mauvaise évacuation du flux urinaire par un défaut de relâchement. En effet, la miction est d'abord une relaxation. Il faut ouvrir le canal, ouvrir la prostate, ouvrir ce que l'on appelle le col de la vessie. Eh bien, certains patients ont un peu de mal à se relâcher pour permettre l'évacuation des urines. Plutôt que d'envisager une prise en charge pharmacologique, une rééducation tout à fait spécifique d'apprentissage de cette relaxation peut être utilisée et donne des résultats souvent très satisfaisants. La transpiration est un phénomène naturel et indispensable à l'organisme. Au quotidien, elle assure plusieurs fonctions essentielles. Suivez ici les explications de Dr Dandjinou Jean-Claude, médecin généraliste exerçant dans le secteur privé au Bénin. La transpiration, c'est un système de refroidissement de l'organisme. Ça veut simplement dire que l'organisme est en train de se protéger. Il fait très chaud, la température ayant très augmenté, l'organisme a son système, que l'on appelle le système thermorégulateur, qui va permettre à l'organisme de vider cette chaleur-là de l'intérieur et de le laisser sortir. C'est vrai qu'il existe des antitranspirants que les gens se mettent souvent, que c'est dans les aisselles ou bien ailleurs, mais ce n'est pas conseillé, ce n'est pas médicalement. La transpiration, c'est un processus physiologique, ce n'est pas pathologique. Si c'est pathologique, c'est que ce n'est pas normal médicalement. L'organisme a une certaine température à atteindre et lorsque cette température-là est dépassée, elle se permet dans un processus physiologique de libérer cette chaleur-là au niveau des pores hématologiques qui vont sortir ce que nous voyons comme sueur. Et voilà, l'autre côté, c'est que faut-il pour ne pas sentir mauvais parce qu'en réalité, la sueur va donner une odeur. Ce qu'il faut, c'est simplement utiliser des méthodes même très simples, c'est prendre une douche 2 fois par jour, surtout en temps de chaleur. C'est qu'il faut hydrater aussi le corps. Maintenant, nous devons hydrater notre corps, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire boire suffisamment d'eau, et de l'extérieur aussi, il y a d'autres processus naturels, c'est-à-dire utiliser des choses qui permettent à l'organisme de ne pas garder l'odeur. Utiliser du bicarbonate, faire des gommages de peau, voilà, qui sont conseillés. D'une information à une autre, la langue, en tant qu'outil fondamental de la communication, est souvent perçue comme un pilier essentiel de la transmission des savoirs, des valeurs et des traditions, soulevant ainsi la question de son rôle central dans la préservation et la diffusion de la culture. La langue est-elle le principal vecteur de la culture? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Samuel Loukora. La langue constitue un vecteur important de la culture. C'est vrai que le fait de parler telle ou telle langue permet d'identifier les personnes, d'identifier leur provenance. Mais à elle seule, elle ne suffit pas parce que elle constitue avec l'histoire et peut-être le style vestimentaire et bien d'autres choses. Elle constitue un bloc et c'est tout ça mis ensemble qui constitue le vecteur de la culture. La langue nationale d'un pays est un vecteur de la culture, déjà parce que c'est par cette langue-là on reconnaît d'où vient telle ou telle personne, que ce soit à l'extérieur et tout. Dès que tu parles cette langue, on sait que tu viens de tel pays. Et ça permet en fait au pays d'évoluer culturellement parlant. Ça permet au pays d'être à un niveau plus élevé. Ça permet au pays d'être indépendant déjà. Parce que si on arrive à se détacher de la langue du blanc, si on peut le dire comme ça, qu'on peut parler notre propre langue, ça va permettre à notre pays d'évoluer. Tout simplement. Pour moi, oui, la langue est le vecteur de la culture. C'est par la langue que nous parlons, c'est par notre langue qu'on reconnaît nos origines, qu'on sait d'où est-ce que nous venons, qu'on sait déjà, qu'on connaît de quelle culture nous sommes et qu'on peut nous identifier parmi beaucoup d'autres personnes en société. Donc, la langue est un vecteur de culture. Oui, moi, je pense que la langue est un principal vecteur de la culture parce que d'abord, il faut retenir
retenir que la langue est un élément essentiel de l'expression de la culture. En tant que moyen de communication des valeurs, des croyances et des coutumes, la langue joue un rôle social important et ça favorise les sentiments d'identité et de solidarité. Il faut aussi retenir que l'enseignement des langues accompagnant la culture peut augmenter la compréhension des enfants de la nature de la langue, de la communication et des relations humaines. Donc, moi, je pense que la langue est le vecteur, c'est un principal vecteur d'ailleurs de la culture. La dot, pratique profondément ancrée dans de nombreuses cultures africaines, représente un rite traditionnel chargé de symbolisme où divers éléments matériels et immatériels tels que l'argent, les biens, le bétail ou des cadeaux sont échangés pour sceller l'union entre deux familles et honorer la future épouse. Quels sont les éléments constitutifs de la dot en milieu batonou? Quelques citoyens se prononcent au micro de Samuel Kora. Dot, communément appelé Dokiro en milieu Bariba, je sais que les gens apportent du pain traditionnel. En plus du pain traditionnel, on a aussi du cola que les gens apportent. Nous avons des ignames, des coques, etc. Bon, concernant la dot en milieu Bariba, ce que moi je sais, avant, on amenait juste les colas, les pains. Disons, il y a des pains, mais il y a un pain qui est primordial qu'on appelle le pain traditionnel. Après, on amène le cola. Après le cola, maintenant, on va célébrer le mariage. Bon, en milieu bâtonnou, selon mes parents, concernant les en milieu bâtonnou, on apporte de l'argent, une somme d'argent. Bon, selon ce que ça avait, c'est 5 000. Et par cette somme, on ajoutait quelques pièces. Bon, pour les composantes de la dot en milieu bâtonnou, je n'ai pas grand chose à dire. Mais le peu que je sais, c'est au moins les éléments nécessaires, comme il y a une somme de moins, minimum c'est 5 000. C'est comme ça, c'est de cola, comme de cette cola pour la belle famille. Selon moi, les composantes de la dot, on en a plusieurs, parmi lesquelles je peux citer la cola. Chez certains, la date est une somme symbolique. C'est après ça, la dot proprement dite, genre la validée, tout ce qui va avec peut venir. Au premier abord, tu amènes le cola. En amenant le cola, tu peux mettre 50 000 sur le cola. Les composantes de la dot en milieu bâton, ce n'est pas grand chose. Si la personne trouve déjà une bassine ou bien une calebasse de cola, avec déjà quelques billets de 10 000 francs, c'est déjà largement suffisant pour demander la main d'une femme. Ce qui est plus important, l'essentiel, c'est déjà la calebasse de cola et puis également ces billets de 10 000 francs. Selon moi, les composants de la dot consistent à amener de la cola, en plus une somme symbolique chez les parents de ta future femme. Dans le milieu bâtonnou, le plus bas somme est de 10 000. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez l'édition de 19h sur Radio Afrique Santé. Les émotions comme l'amour circulent entre les êtres humains de différentes familles, de différents sexes. L'amour et l'amitié sont un moteur très puissant dans la vie de chacun. Et en amour comme en amitié, les liens se construisent dans l'échange avec l'autre. Mais l'amour peut-il toujours tout tolérer? Accepteriez-vous que votre partenaire ait un ou une meilleure amie? Ola Grâce Adjé nous rapporte ici des éléments recueillis dans les vies de Cotonou. Moi d'abord, étant en couple, il n'y a pas à faire de meilleurs amis. On est camarades. À faire de meilleurs amis là, c'est risqué. Parce que quand tu es en couple et que tu as un meilleur ami, ta relation est en danger en vrai. Parce que quand tu auras un petit problème net là, au lieu d'essayer de régler avec ton gars là, tu te lèves net pour aller voir ton bon soi-disant bestie là, pour aller tout lui raconter. Moi je continue toujours pas à croire que genre, amitié entre filles et garçons là, ça n'existe pas. Amitié, quand on dit amitié, c'est que genre, il y a un lien fort en fait. Et plus l'amitié dure, forcément il y aura un qui aime l'autre. À l'origine, les deux sexes sont faits pour s'attirer. Donc je ne vois pas comment un garçon peut avoir une meilleure amie sans vouloir approfondir ou bien développer quelque chose quand même avec cette fille-là. Un garçon peut avoir une amie fille et ils vont souvent causer, rire, mais ça s'arrête là. Mais aller jusqu'à dire que c'est mon meilleur ami, non, ça je n'accepte pas. Et qui dit meilleur ami, dit causer jusqu'à aller en profondeur, parler même du sexe, parler de tout quoi, ouais. Moi je dirais non, parce que amitié entre hommes et femmes, il y a toujours quelque chose qui se passe. Le début, il n'y a pas de problème, mais vers la fin, c'est toujours l'homme qui commence par ressentir quelque chose forcément pour se donner. La femme, elle peut gérer, mais l'homme... Bon, je ne peux pas refuser que mon mari ou mon petit ami ait une meilleure amie. Donc, je vais accepter, mais je les aurai à l'œil. Je ne vais pas complètement tourner le dos, dire que ils sont meilleurs amis. Non, je les aurai à l'œil.
Pas que je vais les suivre constamment, je ne serai pas sur leur dos, mais je vais quand même garder les yeux ouverts. Bon, moi, je pense qu'il n'est pas question que ma copine ait une meilleure amie. Je suis contre à 100% parce que il n'y a pas d'amitié homme-femme selon moi. Donc, les affaires de meilleurs amis, garçons et autres là, je suis pas d'accord parce que il y a toujours un des deux qui est en attente. Faisons à présent le tour de l'actualité au plan international, toujours avec Ola Grace Adjé. On démarre cette actualité internationale par le gel des biens et ressources économiques de plusieurs individus et entités du Burkina Faso. Selon un arrêté signé le 19 novembre 2024 par le ministre de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, cette décision drastique concerne 113 personnes physiques et 2 personnes morales, parmi lesquelles figurent l'ancien président de la transition, Paul-Henri Damiba, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le général de gendarmerie Djibril Bassolé et le journaliste Alpha Bari, Abdoulaye Bari, Newton Ahmed Bari. L'arrêté s'applique également à plusieurs officiers des forces armées nationales dont certains avaient été déjà radiés. On y retrouve, entre autres, Ahmed Kinda, ancien commandant des opérations du Théâtre national, Yves Didier Bamouni et Roméo Ouoba, ancien commandant des forces spéciales. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir participé à un projet de déstabilisation de la transition en cours. Les groupes armés terroristes tels que le groupe du soutien à l'islam et aux musulmans, le Front de libération du Massina, opérant dans le pays, sont tout aussi concernés. Un rassemblement dénommé Conférence de solidarité avec les peuples du Sahel a eu lieu à Niamey, capitale du Niger. Dans un auditorium plein à craquer, sur la houlette des militaires, des activistes et leaders d'opinion fustigent la démocratie à la gloire des 3 juntes qui dirigent le Niger, le Mali et le Burkina Faso, formant désormais l'Alliance des États du Sahel, AES. L'AES a été créée après que ces 3 pays ont été victimes de coups d'État militaires. Les coups d'État dans ces 3 pays ont eu lieu dans un contexte de mécontentement généralisé à l'égard des dirigeants ayant des liens étroits avec la France. Le discours de ce rassemblement est politique et parfois ponctué de sujets plus soft pour rallier femmes et enfants à la vision des militaires au nom d'une lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 novembre 2024, un volcan a de nouveau fait éruption dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l'Islande. Cette 7e éruption depuis décembre a débuté à Sudnugajigar près de Stora Skofel à 0h14 CET selon l'office météorologique islandaise et a généré une fissure de 3 km. Malgré des alertes concernant des émissions de gaz, notamment à Grindavik, où des éruptions fréquentes ont déjà entraîné des dégâts matériels et des relocalisations, les autorités affirment qu'aucun impact sur le trafic aérien n'est à prévoir. Elles rassurent également en déclarant que la sécurité des habitants n'est pas compromise et que Reykjavik reste hors de danger. Restée calme pendant 8 siècles, la péninsule de Reykjanes connaît depuis 2021 des éruptions fréquentes, la dernière datant du 23 août, suscitant des inquiétudes sur l'impact durable pour cette région à seulement 50 km de Reykjavik. Le bilan des frappes israéliennes mercredi contre des groupes pro-iraniens dans la ville de Palmyre, dans le centre de la Syrie, s'est élevé à 68 morts, a indiqué ce jeudi une ONG. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a précisé qu'il s'agissait de 42 combattants syriens pro-iraniens et 26 étrangers, pour la plupart des Irakiens du groupe Al-Nujaba, mais également 4 membres du Hezbollah libanais. Le précédent bilan de l'ONG était de 61 morts. Présent à Niamey depuis quelques jours pour disputer le tournoi UFOAB qualificatif pour le championnat d'Afrique du football scolaire, le Bénin fait à nouveau sensation. En catégorie garçons comme chez les filles, les sélections béninoises sont toutes en finale. Double tenant du titre chez les garçons, le Bénin a confirmé son statut de favori dès le premier tour. Les Guépards scolaires ont disposé de la Côte d'Ivoire 1-0 avant de faire un nul 0-0 contre le Nigeria. Finissant ainsi à la première place du groupe B, l'équipe béninoise a validé son ticket pour les demi-finales. Dans le dernier carré, les poulains du coach Séverin Dancha ont disposé sans trembler du Burkina Faso sur le score de 2-0,
pour se hisser en finale. Dans le match pour le titre, les Guépards retrouveront la Côte d'Ivoire samedi prochain. Dernière note sportive dans cette édition, le verdict est tombé et on connaît les 24 nations qualifiées pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Prévue pour se jouer du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, cette compétition va enregistrer quelques absences remarquables. Parmi les absents les plus notables se trouve le Ghana. Pour la première fois depuis 20 ans, les Black Stars ne seront pas présents à la CAN. Leur élimination a été confirmée après un match nul contre l'Angola avec un score 1-1 alors qu'ils avaient besoin d'une victoire pour espérer se qualifier. La Guinée, une autre nation avec une riche histoire footballistique, n'a pas réussi à se qualifier non plus. De même, le Congo n'a pas pu obtenir les résultats nécessaires pour se qualifier, terminant loin des places qualificatives. La Guinée-Bissau et la Gambie ont également connu des parcours décevants. Quart de finaliste lors de la précédente édition, le Cap-Vert a également déçu en ne parvenant pas à se qualifier cette fois-ci. La Mauritanie a aussi été éliminée avant la fin des éliminatoires. Le Togo, quant à lui, a manqué sa qualification. Le Kenya et le Niger ont également échoué à franchir les étapes nécessaires pour atteindre cette compétition tant convoitée. C'est la fin de cette édition. Merci à Ola Grace Adje et Parfait Afodéou pour la collaboration éditoriale et technique. À la présentation, je suis Carmen Rodéou. Bonsoir chez vous. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.